la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec le pouvoir législatif. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Telles sont, Monsieur le Président, les questions sur lesquelles le peuple de mon pays m'a mandaté pour venir ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. La première procédure vise à faire condamner par le juge pénal M. Essoussé, directeur général d'Elecam, pour abus de fonction et atteinte aux droits civiques. Bonjour à vous tous, web auditrices, web auditeurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission, notre émission L'heure de vérité. Alors, l'heure de vérité, il s'agit donc de cette nouvelle édition qui nous amène donc à parcourir, à se pencher sur des sujets brûlants de l'actualité camerounaise, notamment la non-publication de la liste électorale par Elecam, les soupçons de manœuvres électorales irrégulières, ainsi que la récente polémique suscitée par les propos de M. Elimbi Lobé. L'heure de vérité, aujourd'hui, pour nous accompagner dans ces analyses et réflexions, nous avons le plaisir d'accueillir un panel de grande qualité. Nous avons donc sur ce plateau maître le professeur Boni, qui est membre de la société civile et fidèle intervenant de notre chaîne, toujours disponible pour éclairer nos débats. Bonjour professeur. Bonjour Valérie, bonjour mes copanélistes, bonjour à tous les web auditeurs et une fois de plus, merci pour la confiance que vous me faites pour partager avec vous mon point de vue sur les questions brûlantes de l'actualité camerounaise. Je vous remercie. Voilà, à ses côtés, donc, cet après-midi, nous aurons maître Augustin Gueffak, qui revient pour la seconde fois sur ce plateau, après une première intervention écourtée pour des raisons de connexion. Nous espérons pouvoir aujourd'hui aller au bout de cette émission avec vous. Bienvenue sur ce plateau, maître Augustin Gueffak. Anne-Valérie, j'ai pris toutes les dispositions pour être prêt, même si c'est Néo qui coupe, j'ai mes batteries. Je suis en poste et nous irons jusqu'à la fin. D'accord. Merci de nous rassurer, maître Augustin. Et avec, à côté du professeur Boni et de maître Augustin Gueffak, du côté du Gabon, nous avons monsieur Jean-Clovis Barra, le représentant régional du FCC depuis le Gabon. Il nous honore de sa présence pour une deuxième fois. Nous sommes très ravis de vous recevoir, monsieur Clovis. Bienvenue sur ce plateau. Merci Anne-Valérie. Merci pour la confiance que vous me faites de m'inviter une deuxième fois sur votre plateau. C'est un grand honneur pour moi de partager ce soir ce plateau virtuel avec d'éminents analystes de la scène politique camerounaise. J'espère pouvoir être à la hauteur des attentes de vos web téléspectateurs et je souhaite une bonne émission à tous. Merci. Voilà, nous espérons pouvoir être rejoints par maître André-Marie Tassa, autant pour moi. Tassa. Ah, maître il est là. Tassa, avocat dont l'expertise juridique sera précieuse ce soir. Maître, vous êtes ici pour la deuxième fois. Nous vous souhaitons de nouveau plus sur le plateau. Merci. Bonsoir Anne-Valérie, bonsoir à tous les web auditeurs et téléspectateurs. Comme vous avez si bien dit, j'étais déjà là en fin décembre pour échanger avec nos auditeurs. C'est un plaisir renouvelé et surtout, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir, le grand Tassa, le régional. Bonsoir, mon fidèle ami promotionnaire. Merci. Alors, nous devions donc être aussi rejoints par monsieur Willy
Menguea, un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, qui fera donc sa première apparition sur ce plateau. Voilà, nous allons commencer dans cette émission. Juste un petit rappel, le temps de parole. Chaque invité disposera d'un temps de parole équitable, c'est-à-dire 3 minutes. Si quelqu'un a tellement à dire au peuple camerounais, il aurait donc la bienveillance de demander à ses copanélistes la permission de prolonger son discours. L'interdiction des insultes, nous tenons à ce que les débats sur cette chaîne restent respectueux et constructifs. Ne pas interrompre les autres intervenants, chacun aura l'occasion d'exposer son point de vue sans être coupé. Évitez surtout d'ouvrir l'émission sur un autre appareil, pendant le déroulement de l'émission. Et nous nous tournons vers nos web auditeurs pour leur demander un maxi de partage afin que nous puissions atteindre un maximum de personnes. Alors, le débat va donc s'ouvrir aujourd'hui sur le premier thème qui est la non-publication de la liste électorale. Comme vous le savez tous, cette semaine, ELECAM a mis en ligne un lien permettant de vérifier son inscription sur la liste électorale, mais sans toutefois publier officiellement cette liste. Cette situation alimente les doutes et des questionnements au sein de l'opinion publique. Alors, Maître Tassa, je me tourne comme ça vers vous. Quels sont les moyens légaux pour contraindre ELECAM à publier la liste, cette fameuse liste électorale? Maître Tassa. Maître Tassa, vous avez la parole. Oui, voilà, je voulais dire, je commence d'abord par la lecture des dispositions de l'article 80 du Code électoral, qui dit ceci: à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Voilà. Depuis le 30 décembre, on a attendu vainement que la liste soit publiée. Des recours ont été intentés, notamment la saisine du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel nous a dit qu'elle était incompétente, que ce conseil était incompétent. Nous serons retournés à la cour d'appel, toujours rien, mais il faut aussi signaler que nous avons écrit au directeur d'Élections Cameroun pour que cette disposition, cette injonction de la loi soit appliquée, et toujours rien. Donc, quand vous demandez quels sont les recours, les recours sont déjà quasi épuisés, et ce que nous avons reçu, nous avons vu dans les réseaux ces derniers jours des correspondances de président du conseil électoral adressées au président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui semblait nous dire qu'ils avaient quelques soucis pour cette publication. Nous voulons espérer que nos efforts pour obtenir cette publication sera couronné par un résultat satisfaisant. Donc, toujours est-il que tout ce qui était faisable, nous l'avons fait jusqu'à présent, et nous voulons garder l'espoir que on ne sera pas déçus.
Oh, voilà, nous voulons garder l'espoir, hein, l'espoir reste toujours là. Je me tourne vers le professeur Bonnet. Professeur Bonnet, quelles actions la société civile pourrait-elle mener pour exiger cette publication? Alors, pour comprendre les actions que la société civile pourrait mener, il faut comprendre la détermination du camp d'en face, c'est-à-dire le pouvoir, à conserver ce pouvoir par tous les moyens, à tous les prix. Et pour cela, il faut qu'on fasse un peu l'historique des événements qui ont émaillé justement la conservation du pouvoir par M. Paul Biya, qui a pris le pouvoir en 82, on le sait un peu par hasard, voilà, qui a goûté au pouvoir et qui a même d'ailleurs failli trépasser par un coup d'État de 84 et il en est sorti sain et sauf. Dieu merci pour lui. Et il a pris goût à ce pouvoir. Est arrivée la période du multipartisme qu'il ne voulait pas, mais fort des pressions étrangères, notamment de François Mitterrand. Enfin, François Mitterrand, on sait que lui-même, François Mitterrand, c'était pas le plus vertueux des démocrates, mais la vague qui a mis fin à l'hégémonie du bloc soviétique avec la chute du mur de Berlin et puis donc la volonté d'émancipation des peuples a fait que Paul Biya a été contraint et forcé à ouvrir le jeu démocratique au Cameroun. Évidemment, avec l'espoir quand même que il va conserver ce pouvoir. Il a failli perdre le pouvoir en 92. On le sait très bien. D'ailleurs, il a perdu, mais il a conservé par des voies plutôt malicieuses. Et donc, il a dit, je pense que tout le monde se souvient de l'interview de M. Albin Nzonga, qui a dit que Paul Biya avait donné une consigne. Plus jamais ça. Vous ne me reprendrez plus avec ça. Ça veut dire qu'en fait, le monsieur avait décidé depuis la nuit des temps qu'il va mourir au pouvoir. Mais, chemin faisant, il fallait trouver des moyens, de nouveaux moyens pour essayer de garder une certaine légitimité, de faire croire qu'il est réélu de manière démocratique et de manière consensuelle. Et donc, il y a eu, heureusement pour lui, des désistements, des partis qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle, par exemple en 2000, je pense que c'était en 2011. Voilà, et ça lui ouvrait un boulevard. Et après, on arrive en 2018. En 2018, il faut trouver quelque chose. Or, en face de lui, il y a quand même une vague nouvelle. La jeunesse de Cabral Libye et puis la pertinence de M. Maurice Kamto, qui sont des adversaires redoutables. Alors, on pense à autre chose. Comment faire pour conserver ce pouvoir? On passe par des tricheries du type les observateurs, les faux observateurs internationaux de transparence et d'autres moyens encore, notamment les PV de l'ECAM, la tricherie de l'ECAM. Alors, en 2025, il faut penser à autre chose. Mais entre-temps, un moment fort qui montre que M. Paul Biya est déterminé par tous les moyens. N'oublions pas que il était clair pour tout le monde que M. Paul Biya ne va pas se représenter. Et d'ailleurs, il avait trouvé un dauphin à la personne de son fils. Le fameux franquisme a quand même pris de l'envergure et c'était quand même avec son adoubement. Mais à un moment donné, ils ont compris que le franquisme ne peut pas prospérer. Franck, ça coince. Et il a dit, écoute, tu t'écartes, je reviens au devant de la scène. Et voilà comment depuis on n'entend plus parler du franquisme et de Franck Biya. Mais on n'entend plus parler de lui. Pourquoi? Parce que le père a estimé que il ne peut pas quitter le pouvoir. Du moins, il ne peut pas le perdre complètement. Mais comme il ne peut pas le conserver à travers son fils, il faut qu'il revienne au devant de la scène. Et il est là. Et vous, donc, vous imaginez que Paul Biya, avec tous les discours qu'il nous tient depuis, là, notamment à la fête de la jeunesse, c'est pour nous annoncer qu'il est candidat. Vous imaginez M. Paul Biya, 43 ans de pouvoir, en train d'aller compétir avec ses gamins, ses enfants. Lui qui a toujours été considéré comme le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de ces créatures. En train d'aller en compétition et perdre, non, ce n'est pas possible. Donc, je voudrais simplement qu'on intègre une chose, que les hommes politiques l'intègrent aussi, que
cette élection où M. Paul Biya va être candidat, il ne peut pas perdre l'élection officiellement. C'est simplement impossible. Alors pour ce faire, il faut quand même, parce qu'aujourd'hui la jeunesse est bouillante, l'opposition est déterminée, la conjoncture nationale et internationale veut que ça ne peut pas passer aussi facilement que ça. Donc il faut commencer à tricher avant l'élection. Donc c'est-à-dire que cette fois-ci, ils anticipent. Il y a déjà, avant même la déclaration du corps, enfin, la publication du corps électoral, il faut pouvoir commencer à tricher. Et ça a commencé par, justement, la liste nationale. Cette liste électorale nationale-là est la clé de voûte du passage en force de M. Paul Biya. Si nous avons intégré ça, nous avons compris qu'il n'y aura jamais de liste publiée. Ça, je peux vous assurer qu'il n'y en aura pas. Donc, nous devons nous préparer à avoir au minimum, une élection sans liste électorale publiée. Et en plus, il a la chance que l'opposition est défaitiste. L'opposition ne prend pas sa responsabilité. Il n'y a que le MRC et peut-être une ou deux personnes qui essayent de vouloir contraindre le parti au pouvoir à s'obliger à respecter l'article 80. Mais c'est trop peu pour un régime qui est habitué justement au ralliement d'une certaine opposition. Alors, la société civile, qu'est-ce qu'elle doit faire? La société civile, comme je vous l'ai déjà dit, doit s'apprêter à aller vers un contentieux qui ira au-delà de l'urne, mais qui va se jouer dans la rue. Je le dis et je le répète, Paul Biya ne partira que si le peuple se soulève, si le peuple est déterminé. Le peuple est en train de louper un rendez-vous plutôt idoine, celui de sortir et dire que monsieur, respectez l'article 80. Le peuple ne le fait pas. Est-ce que le peuple va le faire après avoir voté? Ça, c'est tout l'enjeu. Et c'est là où j'avoue que je n'ai pas de réponse, mais j'ose croire que nous allons mobiliser tous les leviers de conscientisation de ce peuple pour qu'à un moment donné, que le peuple se réalise que c'est lui qui est en fait le vrai arbitre et non le Conseil constitutionnel. Voilà, merci professeur Boni pour cette première intervention. Je me tourne vers monsieur Clovis Barra, le régional FCC du Gabon. Vous avez entendu le professeur, hein? C'est la rue qui sera le troisième arbitre. Mais au niveau de FCC, que pensez-vous dans ce contexte-là, l'élection sera-t-elle crédible? Le professeur vient de nous peindre une face du tableau, mais pensez-vous au niveau de FCC que l'élection pourra toujours être crédible? Oui, Anne-Valérie, pour cette première prise de parole, je voudrais d'abord indiquer que je parle ici en tant qu'acteur politique. Je ne suis pas activiste. Lorsque je dis cela, c'est parce que nous sommes en Afrique. Et vous savez, la manière dont nous menons les actions politiques en Afrique, c'est assez différent de ce qui se passe du côté de l'Occident. Parce que retenez que ici, tout est lié. Tout est lié. Et lorsque je dis que je ne suis pas activiste, je suis acteur politique, c'est pour que ce que je dois dire, que ceux qui vont m'entendre, entendent cela dans le contexte d'une action politique. Nous menons donc des actions politiques. Alors, nous parlons de la publication de la liste électorale nationale. Ce problème, je pense qu'il ne se pose pas beaucoup ici, même si c'est le tout ensemble, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau de la direction générale de l'ECAM que ce problème se pose. Et je crois que le MRC et d'autres partis politiques qui l'accompagnent ont pris cette situation à bras le corps. Maître Tassa tout à l'heure a évoqué l'article 80 pour dire que
Si nous étions dans un pays normal, dans un pays sérieux, on ne devait pas attendre que les leaders de partis politiques se lèvent pour réclamer la publication de cette liste. Parce que la loi le dit. Le 30 décembre au plus tard de chaque année, cette liste doit être publiée. Si Elekam ne l'a pas fait jusqu'ici, c'est parce que Elekam et RDPC sont une seule personne, une seule entité. Elekam, RDPC, c'est une seule entité. Est-ce que Elekam peut permettre que, à travers elle, le RDPC puisse chuter, puisse tomber? Elekam ne le fera pas. Elekam ne le fera pas parce que les membres de cette organisation, de cette structure, qui sont tous membres du RDPC, jouent pour leurs intérêts personnels. Donc, ce que le MRC a fait jusqu'ici, intenter des actions au niveau de la Cour constitutionnelle pour se retrouver à la Cour d'appel, ce sont des actions louables. Mais cela démontre simplement le caractère républicain du MRC qui, dans son slogan, dit que le pouvoir se prendra par les urnes. Contrairement à ce qu'a dit le professeur Boni, ce pouvoir peut être bien pris par les urnes. Alors nous devons commencer à marteler cela auprès des Camerounais pour que personne ne soit, je vais dire, ne prenne en compte ce facteur de défaite pour dire que nous allons nous décourager, nous allons préparer plutôt une insurrection, par exemple. Non. Je pense que le pouvoir peut être bien pris par les urnes au Cameroun. Vous n'avez qu'à voir la forte mobilisation de la jeunesse camerounaise qui se rue tous les jours vers les points d'inscription de l'ECAM sur la liste électorale. Et l'ECAM ne va jamais respecter la loi parce que l'article 80 est clair, mais aussi, je vais parler pour notre cas, nous qui sommes à l'étranger, il y a un document qui a été produit par l'ECAM lui-même. Ce document, c'est le manuel d'enrôlement. C'est l'ECAM qui a produit ce document. Je l'ai parce que je suis membre de la commission de révision des listes électorales. Dans ce document, à l'introduction, il est bien dit, pour les Camerounais résidents ou établis à l'étranger, ils ne peuvent s'inscrire qu'en présentant l'unique pièce d'identité qu'on appelle à l'étranger la carte consulaire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure que l'ECAM et RDPC, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, le directeur de l'ECAM s'est arrangé à sortir un communiqué le 29 avril 2024. Donc, 4 mois après la date d'ouverture des inscriptions sur les listes électorales. 4 mois après. Dans ce communiqué, il a ajouté sciemment de nouvelles pièces qui font blocage au niveau de la diaspora pour de nombreux Camerounais qui malheureusement ne sont pas tous en situation régulière dans les pays où ils résident pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. De façon sibylline, on nous a donc imposé, en dehors de la carte consulaire, qui est légale, qui est inscrite dans le code électoral, on a ajouté la carte de séjour, on a ajouté le passeport en cours de validité. Quand vous voyez tous ces éléments, c'est pour vous démontrer que l'ECAM est dans une logique qui est celle de défendre son cousin RDPC pour faire en sorte que ce parti ne puisse pas lâcher le pouvoir. Donc, pour s'inscrire au niveau de la diaspora, vous n'avez plus seulement besoin de ce que la loi exige, à savoir la carte consulaire, mais vous avez l'obligation d'aller vous faire établir une carte de séjour. Ou alors, pour des Camerounais qui sont nés, par exemple au Gabon, qui n'ont jamais voyagé et qui ont atteint la majorité électorale, ils doivent absolument avoir un passeport. On vous demande donc de présenter concomitamment la carte consulaire, la carte de séjour et le passeport, tous en cours de validité. Cela est contraire à la loi électorale. Cela est contraire au code électoral.
mais c'est une stratégie que Elekam, conseillé par le RDPC, a mise sur pied pour empêcher à la grande majorité des Camerounais de s'inscrire. Donc, pour conclure sur cette première phase de prise de parole, je dois dire que ce qu'il y a à faire, ce n'est pas de penser à une mobilisation pour la rue en ce moment, parce que l'article 80, même s'il n'est pas respecté, il n'empêche pas aux Camerounais de continuer à se mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Car nombreux nous serons, nombreux le jour de l'élection, nous serons capables de faire le contrepoids. Donc, nous sommes dans la logique du MRC qui dit la prise du pouvoir par les urnes. Nous sommes dans la logique du FCC qui soutient le professeur Maurice Kamto et disons tous les Camerounais qui ont atteint l'âge d'être inscrits sur la liste électorale doivent le faire pour que nous soyons très très nombreux au mois d'octobre pour voter, pour surveiller et pour protéger nos votes. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, Anne-Valérie. Voilà, merci à vous, Monsieur Clovis, pour cette première intervention. Je me tourne vers vous, Maître Ngefak. Quelle autre marge de manœuvre existe pour contraindre l'ECAM à publier cette fameuse liste électorale? Anne-Valérie, je suis très content pour ce sujet et je comprends très bien la peur du professeur Boni. C'est un marxiste-léniniste. C'est un monsieur de la praxis. Il n'aime pas trop réfléchir, il aime aller droit au but. Mais je vais lui dire ceci. La maxime changement par les urnes et dans la paix, elle sera effective et elle est effective au Cameroun. Nous sommes ici parce que nous croyons au grand principe suivant lequel c'est 50 petites choses qui font la différence. Nous sommes en train de rien inventer. Hein? Tout ce qui se passe aujourd'hui en 2025 a été soulevé en 2018. Et c'était passé dans l'anonymat. Parce que vous et moi, nous ne nous connaissions pas et pourtant nous étions acteurs. Parce que cette chaîne de télévision en ligne, elle existait bien, mais elle n'était pas assez impliquée. Aujourd'hui que nous sommes là, ça c'est déjà une voie pour combattre ce type de fraude. Donc, je tire d'abord un grand coup de chapeau à Anne-Valérie et à tous ses collègues, à tous ses amis avec qui ils se battent pour vulgariser et divulguer les difficultés que rencontrent les politiques au Cameroun. Les médias qui n'occupent pas la première partie, le premier rang, je crois qu'ils sont premiers ex aequo pour l'évolution de la démocratie au Cameroun et je vous tire un grand coup de chapeau. L'article 80 participe juste des techniques de fraude développées par le parti État. Souvenez-vous, en 2018, le professeur Maurice Kamto a fait l'exégèse des techniques de fraude. Il y en avait au moins 40. C'est-à-dire, y compris la non-publication de la liste nationale. Il y avait au moins 40 fautes, 40 moyens de fraude. Aujourd'hui, toutes ces voies-là sont touchées et le parti est en difficulté. Il est en difficulté parce que il ne contrôle plus la base de cette fraude. Il n'est plus le maître de sa fraude. Lui-même, il sait qu'on connaît sa manière de faire et on est déjà assis sur la racine de sa façon de faire. C'est-à-dire qu'il n'a plus la pleine ou bien la totale maîtrise de l'affaire. Voilà. Donc, l'article 80 est en train d'être méthodiquement bousculé pour être exécuté. En 2018, le MRC a saisi les mêmes gens, les mêmes juridictions, il n'y a eu aucune réponse. Mais nous sommes seulement en février. C'est-à-dire que février, c'est fini hier. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé. Le Conseil électoral s'est déjà prononcé. La Cour d'appel s'est déjà prononcée. Et vous voyez comment ils sont en difficulté.
C'est-à-dire que la pression que nous exerçons sur eux, que toutes les parties, les composantes de l'opposition sérieuses mettent en difficulté l'administration et le judiciaire qui doivent veiller à l'application de l'article 80. Je peux vous jurer que il n'existe dans aucun pays une élection parfaite. Ce ne sont que des élections acceptables. Et nous sommes déjà proches de l'acceptabilité de l'application de l'article 80. Quand ils mettent déjà en ligne le lien pour nous permettre d'accéder à la liste nationale, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Nous avons engagé cette émission aussi parce qu'il faut les bousculer pour qu'ils mettent la liste dans ce lien. Ça va prendre le petit temps, mais ils vont mettre. Quand ils vont mettre cette liste, ils vont toujours créer des fautes. Nous allons les bousculer pour leur démontrer que il nous faut surveiller prima facie les erreurs, les omissions ou les doublons. Ce n'est pas à travers un seul code. Et puis les spécialistes en informatique travaillent dessus. Quand ils vont mettre, vous allez inviter ici les spécialistes de cette technique de communication, ils vont nous dire comment mettre la pression sur eux pour que ce soit available, pour que ce soit à la portée de tout le monde. Donc en attendant, les procédures ne sont pas achevées parce que la somme, nous sommes en train de réfléchir. À l'heure actuelle, nous sommes en train de concevoir les voies de recours pour amener les juridictions compétentes à nous dire que finalement le conseil électoral ne publie pas. La cour d'appel, elle ne fait rien. Le conseil constitutionnel ne fait rien. Qui est donc compétent? Nous allons saisir le conseil constitutionnel pour qu'il nous dise effectivement, au regard de toutes ces décisions qu'on a obtenues, dites-nous de façon claire qui va contrôler l'application de l'article 80. Parce que de façon déguisée, le conseil constitutionnel a dit c'est le conseil électoral et la cour d'appel. Les deux ont dit qu'ils sont incompétents. On va retourner vers ce conseil constitutionnel et lui dire que voilà, tu as donné une injonction sibylline. Maintenant, sois clair. Quelle est la procédure? Et le contentieux va aller tout doucement et nous sommes en train de marquer. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'allons plus refaire ça demain. Or, si nous ne faisons pas cela aujourd'hui, nous serons obligés de refaire demain. Donc, nous sommes en train de gagner petit à petit le terrain. Et entre-temps, ça se bouge partout. Vous voyez, chaque jour qui passe dans les journaux ou dans les médias, on dit voilà comment le gouvernement est en train de vouloir frauder. Le peuple est derrière. Voilà comment le gouvernement fraude. Le peuple est derrière. Voilà comment... Finalement, ils ne savent plus sur quel pied se tenir. Et nous ne sommes pas dupes. Il va rester une seule formule. Chacun a sa carte en main. Il va voter et il contrôle. Le vol ne peut pas s'y installer. Ça, c'est des solutions qui ont été données il y a longtemps par le professeur père son âme, Joseph Owona, le chantre même, qui a dit pour contourner, il faut aller aux élections et voter et surveiller en rang. C'est-à-dire lui-même, il a dit, c'est eux qui ont construit les textes flous. Mais il dit pour surveiller ces textes flous, la seule voie, c'est d'aller aux élections en rang serré. Vous allez aux élections en rang serré, vous votez, vous surveillez. Mais si vous votez, vous partez dormir. C'est un champ ouvert pour la fraude. C'est ce que le parti État attend. Le parti État n'attend que la petite virgule, le petit sommeil. Et c'est où j'ai dit très souvent, il faut se souvenir de ce qu'on dit souvent à l'église, il faut veiller. Celui qui dort, sa chance passe. Nous devons veiller, professeur. Voilà le problème. Voilà. Merci pour cette première intervention, Maître Guefak. Alors, nous allons aborder la deuxième thématique de ce débat d'aujourd'hui. Le MRC a déposé plusieurs requêtes devant le Conseil électoral, la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel pour obtenir la publication de la liste électorale sans succès.
Dans ce même temps, des informations circulent sur une présumée collusion entre le RDPC, la DGFN et l'ECAM. Délivrer des cartes d'identité à des étrangers et de les inscrire sur les listes électorales. Alors, Maître Augustin Gueffard, je reviens vers vous. Pensez-vous que cette manœuvre pourrait expliquer la réticence de l'ECAM à publier la liste électorale? Maître Gueffard? Anne Valérie, voilà un bandit qui n'a même pas encore volé, mais tout le monde a déjà vu comment il va faire pour voler. Vous croyez qu'on va le laisser faire? Je vous ai dit que c'est 50 petites choses qui feront la différence. Et quand il est intelligent, il va recruter, qui recrute les Tchadiens. Celui qui vous a dit que voilà comment ils ont de faire, c'est parce qu'il a la liste de quelques-uns. Si vous avez 10, moi j'ai 2, nous sommes déjà ici peut-être 5. Si chacun de nous a 10 étrangers, on remet ça, ils vont reculer. Et quand nous tempêtons, chaque bureau de vote, comme on dit souvent, chacun doit... Ah là là, on a perdu maître. La seule, voici, pour ceux qui ont... Maître, on ne vous entend plus. Maître Gueffard? Alors, je me tourne vers Maître Tassa. Autant pour moi, je sais. Maître Tassa, excusez-moi. Quel recours reste possible face à ce qui s'apparente à une éventuelle fraude massive? Vous m'avez entendu, Maître Tassa? Très bien, très bien. Je dis que nous sommes convaincus que le RDPC veut absolument utiliser la fraude pour passer en force. Or, ce qui est constant, c'est que nous avons comme objectif d'arriver par les urnes et rien d'autre. Nous avons vu en Gambie avec Yaya Jammeh, il est parti malgré toute la force qu'il pouvait avoir. En ce moment, tout le monde sait que le RDPC est devenu minoritaire, très très minoritaire. Ils vont vous dire qu'ils sont partout. Mais s'ils forcent la faute, c'est parce qu'ils savent que ils ne peuvent plus, il y a déjà presque 30 ans, ils ne peuvent plus gagner une élection. Si en 92, ils discutaient avec une trentaine de pourcents, avec 35% environ, au jour d'aujourd'hui, le RDPC ne peut plus avoir même 10% de la population du Cameroun. Alors, aller chercher des étrangers pour pouvoir faire pour constituer leur vivier électoral, c'est parce qu'ils savent que la malgouvernance a déjà des détournements ont permis à ce que les Camerounais aient les yeux ouverts. Et comme j'ai écouté Jean Clovis dire tout à l'heure, ce qui est constant, c'est que les lignes ont bougé. Les lignes ont bougé. Et tout ce que le RDPC peut faire. Aujourd'hui, notre souci, c'est d'avoir des élections transparentes, des bonnes élections. Mais nous disons, avec déjà les effectifs que tout le monde sait que l'année passée, c'est le RDPC qui demandait aux gens de ne pas aller voter et dit que c'est un devoir et non un droit. On n'est plus pas obligé d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils savaient que tous ceux qui s'inscrivaient pour voter contre le RDPC. Et nous savons que après les inscriptions, il y a le vote, il y a la surveillance de vote et il y a la défense de vote. Donc, nous avons déjà réagi avec les déclarations pour dire que nous sommes au courant de ce que
on essaye de faire enrôler des étrangers parce qu'on n'a pas des électeurs. Et j'ai une pensée spéciale pour le jeune Djoubaïou qui a dénoncé ce qui se passait dans la Damawa et qui aujourd'hui, on ne sait pas quel est son sort dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense. Ok. Je suis là. Je reviens. Ok. Terminez votre propos, maître. Oui. Terminez. Rafraîchissez-moi la mémoire avec la question. Reprenons la question. Alors, la question était de savoir, que pensez-vous que cette manœuvre pensez-vous que cette manœuvre explique la réticence de l'ECAM à publier la liste électorale? Oui, j'ai dit que je reprends. Je continue en disant que aucune technique de fraude n'est au-dessus du contrôle, ne peut échapper au contrôle du souverain qui est le peuple. Quelle qu'en soit la fraude développée par le RDPC, elle sera démasquée par le peuple qui est le souverain. La seule pensée du RDP sera découverte, elle sera exposée, elle sera décriée. Voilà un exemple tel que vous venez de dire, l'allocation des étrangers. Que ceux qui hésitent, que ceux qui ont peur n'aient plus peur, parce que le peuple est au contrôle. Toutes les pistes de fraude, j'insiste, toutes les pistes de fraude seront dénoncées, seront traitées d'égale valeur et les élections sérieuses vont se passer dans ce pays en octobre 2025. Croyez-moi, personne ne va fuir et ce sera transparent. Les résultats, ils ne vont pas prendre le temps jadis. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent pas modifier la loi parce que la même loi nous permet maintenant d'avoir les élections aussi le plus tôt possible. L'article 113 est clair. Au soir, à minuit, le jour des élections, Anne-Valérie, vous et moi, on va s'appeler Eri. Ce ne sera plus seul au pouvoir parce que nous tous, nous aurons entre les mains les résultats des élections au-dessus de toutes les fraudes. Les résultats authentiques des élections au-dessus de toutes les fraudes. Parce que les mêmes auteurs de ces fraudes-là vont nous donner le secret. Croyez-moi. Même Gofar, vous avez l'air très sûr. Comment est-ce que vous pouvez rassurer le Camerounais lambda par rapport à ce que vous dites? Vous dites que le peuple est souverain, il sera au contrôle. Vous êtes sûr que au soir de l'élection, là, ça va se passer comme ça? Donc, vous n'êtes pas très d'accord avec ce que le professeur Boni dit? Le professeur Boni, je vous ai dit que c'est un martien. Il est de Karl Marx, c'est quelqu'un qui aime la pratique. Il n'a pas fait le droit qui est à cette partie de jonglage là. Et nous, on comprend ça avant. Et on anticipe. Souvenez-vous, le régional du MRC a révélé quelques données là. Il a dit qu'il y a des spécialistes qui sont en train de concevoir des logiciels. Il n'a pas dit un logiciel. Des logiciels qui nous donneront en temps réel la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et ça, le fraudeur ne peut pas attraper. Il ne peut pas empêcher. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux. Est-ce qu'un fraudeur peut empêcher un réseau social de s'épandre? Ils sont en difficulté parce que, je vais vous donner notre technique. Avant, nous attendions Cameroun Tribune, la CRTV, pour avoir une idée. Mais à peine ils ont réfléchi que tout le monde entier au courant. Voilà la vraie porte de la fraude partie.
Quand les gars contrôlent le logiciel, ça veut dire que si on place dans tous les bureaux, et vous avez suivi la conférence du professeur Camto, il dit que tous les bureaux de vote seront couverts. C'est pourquoi il a demandé 6,5 milliards. S'il y a seulement 2 personnes dans chaque bureau de vote qui sont pour l'opposition et qui disent la vérité, c'est terminé. C'est terminé. Au plus tard, moi je dis, j'ai été scrutateur, j'ai contrôlé les élections pour SDF à Douala. C'est-à-dire que je sais comment ça marche. À minuit, nous aurons toutes les tendances et elles ne pourront pas s'effacer. Il n'y aura pas moyen de manipuler. De 2 sur le terrain, le peuple est en train de faire ce qu'il doit faire. Le RDPC, même si vous êtes du RDPC, il ne faut plus me rassurer que le Grand Nord, c'est votre vivier politique. Parce que la société civile, l'opposition a saqué l'électorat du Grand Nord. Ça a déstabilisé de sorte que chacun saura quelle est exactement la vérité venant de ce côté. Donc, tous les foyers où la fraude se passait, le peuple a la main mise dessus et va surveiller. Je n'ai pas entendu parler, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu parler, quelqu'un dire qu'il compte sur l'armée. Parce que c'est quand même l'armée. Si quelqu'un en a mis dans quelques bords de l'armée, il sait que celui-là dit seulement, vraiment ne comptez pas sur moi pour la fraude. Et ça, c'est le travail de chaque Camerounais. La conscientisation. Le peuple en a marre. Le peuple n'exclut pas ses autres corps. Chacun veut la vérité. Si au choix des élections, le peuple a élu qui il a élu, les résultats seront acceptés. Mais s'il y a fraude, on saura de quel côté et le peuple va réagir. Maître Nguema. Oui, Maître Nguema, voilà. Il me semble bien que le président de la République est le chef des armées. Parlant de l'armée, vous voulez dire que l'armée, elle ne sera pas loyale à son chef? Mais attendez, est-ce que vous avez lu la correspondance que le président du conseil électoral a envoyée au MRC? Le MRC a demandé la délocalisation des bureaux de vote dans les casernes. Le type a dit qu'il s'engage à délocaliser. Voilà une source de fraude qui est fermée. Voilà une source de fraude qui est fermée. Parce que la correspondance, elle veut dire quoi? Vous voyez que le MRC, on ne fait pas de bruit là. Ils ne font pas de bruit. S'il y a, avec cette correspondance, si on démontre que au jour de vote, dans telle caserne, il y avait un bureau, on brandit seulement au conseil électoral la correspondance. Comme vous avez pris l'engagement de délocaliser, mais voilà tel bureau de vote. Tous les résultats qui sont obtenus de là seront nuls. Et vous savez de quel côté ça devait pencher. Madame, tout le monde est debout. Vous êtes en train de faire pour vous. Le professeur Boni fait sa part. Notre frère du Gabon, il fait sa part. Tassa fait sa part. Moi, je fais ma part. Tout cela conjugué. Si nous sommes 30 millions de Camerounais et il n'y a que 2,6 millions qui ont toujours élu le RDPC. De 30 millions de Camerounais, 2,6 millions. Si chacun fait sa part, moins les 2,6 millions, qui va gagner qui? La majorité, maître. Mais voilà, on n'aura même pas d'efforts à fournir. Ça dit quoi la guerre? Voilà, maître. Il n'y a plus lieu de paniquer. C'est à qui? D'accord. C'est à qui, voilà. Selon maître Kefa? Je vais donc me tourner vers monsieur Barra, le représentant, le régional FCC Gabon. En mettant cette situation dans le contexte gabonais, pensez-vous qu'il pourrait tolérer que des étrangers établis sur leur territoire contribuent à manipuler les résultats d'une élection? Oui, Anne-Valérie, merci. Au Gabon, tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale, je peux le dire avec beaucoup de certitude, sont des Camerounais. Ils sont des Camerounais parce que la première pièce qu'on demande ici,
c'est la carte consulaire. Et vous ne pouvez l'avoir que si vous êtes véritablement camerounais. Il fut quelques années, longtemps peut-être avant que je vienne au Gabon, on nous dit que c'était encore possible pour certaines personnes issues de nationalités non camerounaises d'obtenir la carte consulaire. Mais je pense que depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est une mission quasi impossible. Donc, pour le cas du Gabon, je pense que les Camerounais qui sont inscrits sont des Camerounais. Maintenant, vous posez la question de savoir si le Gabon peut tolérer que les étrangers s'inscrivent et votent. Aucun pays ne peut l'admettre. Aucun pays. Le Gabon ne fait pas exception. Donc, s'il y a des étrangers ici qui veulent trouver des stratagèmes pour s'inscrire sur liste électorale, pour voter au Gabon, s'ils sont démasqués, ils seront punis, conformément à la loi gabonaise. Maintenant, je vais dire, Maître Ngefat, il nous rassure tellement qu'on a envie de dire que le gibier est déjà dans la besace. Mais je pense que nous ne devons pas nous tromper d'adversaire. Nous avons en face de nous des professionnels de la fraude. Alors, si les gens veulent prendre des cours de fraude électorale, nous pouvons leur conseiller de faire un tour au Cameroun. Parce que le RDPC... Jean Clovis, c'est pourquoi je demande à chacun de veiller. D'accord, chacun doit veiller. D'accord. S'il fallait délivrer des titres aux spécialistes de la fraude, je pense que le RDPC en gagnerait suffisamment. Alors, mais nous allons dire simplement que nous avons face à nous un adversaire que nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà ses méthodes. Tout à l'heure, je crois que c'est Maître Tassa qui a évoqué l'épisode de 1992. En 1992, le RDPC qui s'était battu contre le multipartisme et l'instauration de la démocratie au Cameroun, s'était vu surprendre par l'élection présidentielle de 92. Et je pense qu'au sortir de cette élection, ils ont juré que plus jamais, ils ne se laisseront prendre. Et les élections qui ont suivi nous ont démontré qu'ils ont, au fil du temps, développé beaucoup de mécanismes, beaucoup de stratégies pour conserver le pouvoir sans en avoir gagné les élections. Et l'épisode de 2018 devait être semblable à celle de 1992. Là encore, nous avons vu que le RDPC est resté déterminé à dire, coûte que vaille, nous allons garder le pouvoir. Et ils ont gardé le pouvoir pour 7 ans. C'est 7 années qui sont passées dans la stricte, comment on va dire ça, sans résultat probant. Parce qu'on ne peut pas à ce jour demander au RDPC, dirigé par le président de la République, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait en 7 ans? Il n'y a pas de résultat, c'est néant. Maintenant, il se prépare pour une autre élection de 2025. Et la méthode consiste à utiliser d'autres stratagèmes qui vont permettre, une fois de plus, de garder le pouvoir. Seulement, on dit, honte à celui qui me trompe ou me vole une fois. Mais s'il parvient à me voler ou à me tromper 2 fois, honte à moi. Le RDPC nous a appris que pour le battre aux élections, il faut développer des stratégies de vote massif, de contrôle tous azimuts et de bagarre même s'il le faut, pour ne pas laisser que les voix aillent, que les voix qui ont été exprimées pour l'opposition aillent au RDPC. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Gabon en 2018. En 2018, nous votons ici à l'ambassade et à 18 h, on a bouclé les opérations. Il faut maintenant passer au dépouillement. N'eût été la détermination des Camerounais, tous bords confondus, hormis le RDPC, qui ont décidé de rester à l'ambassade, même si ça devait faire 2 jours, on nous aurait volé la victoire ici. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes restés à l'ambassade de 18 h à 9 h le lendemain.
donc le lundi. On a voté un dimanche. Nous avons passé toute la nuit à nous battre pour qu'on ne nous arrache pas les urnes, pour les amener à un autre endroit qui n'était pas indiqué. Nous avons tenu à ce que le dépouillement se fasse sur place et devant tous ceux qui étaient dans l'enceinte de l'ambassade. Ce fut un bon moment et Dieu merci, le lendemain, quand on a dépouillé, le professeur Maurice Kamto a battu à plate couture le président Paul Biya. C'était un événement. Je pense que l'histoire peut se répéter. Elle doit même se répéter. Elle doit se répéter parce que, après avoir vu tout cela, ELECAM et le RDPC s'est dit, la diaspora est en majorité acquise à la cause de l'opposition. Quand je dis l'opposition ici, c'est particulièrement à la cause du MRC. Alors, comment on fait pour empêcher cette diaspora d'aller massivement au vote? Il faut mettre sur pied des mécanismes qui vont réduire le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Si nous prenons le cas du Gabon, on vous exige la carte de séjour. Pour avoir une carte de séjour ici, ça demande une certaine somme. Et ce n'est pas au premier venu. Il faut un passeport. Le passeport, si vous êtes au Gabon, vous voulez faire un passeport camerounais, c'est 160 000. Ce n'est pas tous les Camerounais ici qui sont capables de débourser 160 000 pour avoir un passeport. La carte consulaire même, qui était à 5 000, on nous a dit que c'est la loi de finances, est passée aujourd'hui à 20 000. Ça veut dire que chaque jour qui passe, on développe des méthodes pour empêcher au plus grand nombre de s'inscrire. Mais qu'à cela ne tienne. Nous travaillons, nous essayons de sensibiliser, de mobiliser le plus grand nombre de toujours aller s'inscrire, malgré ces nouvelles conditions imposées par le directeur général de l'ELECAM, pas par le code électoral. Parce que le code électoral est clair. On ne demande aux gens de s'inscrire à la diaspora que sous la présentation d'une seule pièce qui est la carte consulaire. Donc les Camerounais sont en train, au niveau du Gabon, de se mobiliser. Ils vont payer les cartes de séjour. Ils vont faire leur passeport pour être à jour. Et ils s'arrangent à payer les 20 000 francs de carte consulaire. Donc nous le faisons pour qu'au jour J, qu'on ne nous dise pas que au Gabon, nous n'avons pas fait notre part. Alors, je vais revenir un peu sur le mariage incestueux qu'il y a entre le RDPC et l'ELECAM. l'ELECAM ne peut céder à toutes les revendications qui sont formulées, particulièrement par le MRC, parce que j'ai l'impression que ça ne concerne que le MRC et les partis alliés de l'APC, car les autres partis ne se gênent pas, nous constatons. Le MRC, dans sa détermination, même si nous ne parvenons pas à obtenir la liste électorale nationale, le fait que les Camerounais soient toujours informés de ce qui se passe les motive davantage à aller vers les points d'inscription et les camps pour se faire enrôler. Et c'est ce que nous souhaitons que les Camerounais continuent à faire. Et nous n'allons pas être distraits. Nous n'allons pas non plus nous laisser berner par ces discours qui tendent à faire croire que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, le RDPC sera toujours vainqueur. Nous allons nous mobiliser, nous allons travailler pour que, au soir du jour de l'élection, que le MRC, avec son candidat, soutenu par l'APC, soit le vainqueur de cette élection. Est-ce que je peux dire encore pour le moment, Anne-Valérie? Micro. Ah, désolé. Je me tourne, merci pour cette intervention, Monsieur Jean Clovis, et je me tourne vers vous, professeur Boni. Certains observateurs estiment que ce combat est une perte de temps. Comme le pense le professeur Niamsi, quelle est votre lecture de cette position et quelles alternatives propose-t-il? Alors, je veux d'abord rassurer nos web auditeurs, l'opinion publique nationale et internationale. Et je veux rassurer mes copanélistes que moi, je suis foncièrement un démocrate. Je suis quelqu'un qui prône le respect des institutions, le respect
du code électoral et le respect du processus électoral. Je n'ai jamais dit qu'il ne faille pas aller aux élections. Je n'ai jamais demandé qu'il ne faille pas sensibiliser les gens à aller s'inscrire aux listes électorales. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire que je fais partie des gens de la diaspora qui ont demandé qu'on cesse d'aider nos familles au Cameroun si quelqu'un ne te prouve pas qu'il a une carte électorale. Et j'ai déjà eu à refuser de financer ci et là à des gens au Cameroun quand je dis est-ce que tu as la carte électorale? Non, allez, dossier classé, même dans ma famille. Donc, je considère que l'élection, le vote, a un processus normal dans le chemin vers ma troisième république. Il faut aller voter et il faut sécuriser le vote parce que c'est ce geste-là, citoyen, qui va d'ailleurs nous donner le crédit, la légitimité d'aller donc défendre le vote. Or, je dis encore que, comme malheureusement, le vote devrait être défendu, ben, les Américains n'ont pas besoin de défendre le vote. Les Français, quand ils votent, ils n'ont pas besoin d'aller défendre le vote. Voilà, parce que c'est automatique. Mais malheureusement, au Cameroun, ce sera le cas. D'ailleurs, qu'est-ce qui confirme ça? Et qu'est-ce qui me conforte dans ma position? Depuis que nous sommes là, Mengefak, Metassa, Jean Clovis, mais vous m'avez déjà listé au moins 20 astuces de tricherie de M. Paul Biya. Au moins 20. Là, en quelques minutes. Au moins 20. Et vous-même, vous avez dit qu'il y en a peut-être 50. Mais Paul Biya, excusez-moi du terme, c'est un bandit. C'est un bandit parce que un fraudeur d'élection est un bandit. Quelqu'un qui a demandé à Dipanda Mwele de dire que, dis donc, c'est moi. Dis que c'est moi. Alors que ce n'était pas lui, c'était Fondi. Mais c'est un bandit. Vous ne pouvez donc pas avoir l'optimisme, je veux dire, naïf de Maître Ngefak, qui est d'ailleurs contagieux. J'ai envie de te croire, mon cher frère. J'ai envie de croire que vraiment c'est fait, c'est balisé. J'ai même envie d'acheter mon billet d'avion pour rentrer au Cameroun. Parce que tu sais que si j'arrive là maintenant, c'est les Barbouz qui vont me prendre. Voilà. J'ai même envie d'acheter ça. Et donc, tu risques même d'être comment on appelle ça, le responsable de ma zogotisation. Parce que je peux prendre le billet là, je dis que j'arrive, parce que c'est fait. Alors que c'est loin d'être fait. Et moi, je ne suis pas simplement marxiste, comme Maître Ngefak a dit, je suis un marxiste médecin. Je suis un médecin. Et nous, en médecine, on sait une chose, c'est que les mêmes causes entraînent la même maladie et les mêmes conséquences. Or, je dis encore que vous m'avez déjà listé 20 poches de fraude. Paul Biya ne sait faire que ça. Paul Biya ne sait rien faire d'autre que tricher, tricher et tricher. Et il va tricher. Et il sait une chose, c'est que, in fine, quand vous allez donc réussir à dénoncer encore, vous savez, au Cameroun, hein, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dénoncé? Et après, on nous dit que, bon, commission d'enquête de ceci, machin, truc, ça n'a jamais rien prospéré. Maître Ngefak, vous avez le collectif SWAP. Combien de requêtes vous avez déjà engagées au Cameroun depuis au moins 2018? Quelle est la requête qui a prospéré? Aucune, ou presque aucune. Soyons pragmatiques. Paul Biya ne va jamais demander à Clément Tangana de dire que c'est Maurice Kamto ou Monsieur X qui a gagné. C'est impossible. Ça, reconnaissant, je ne suis pas en train de dire que nous n'allons pas gagner. Nous avons toujours gagné. Paul Biya n'a jamais gagné. Donc, tout ce que tu es en train de m'expliquer, tu es juste en train de me dire que, en fait, le peuple camerounais ne peut pas voter pour Biya. Ça, on le sait depuis toujours. Mais, in fine, il va faire comme cette histoire de la liste électorale. Je suis persuadé d'une chose, Maître Ngefak, s'il y a 2 ans, on t'avait dit que Elekam, le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, allait faire un déni de justice. C'est toi qui es un homme de droit. C'est-à-dire, l'article 80 est univoque, sans embâche. On n'a pas besoin d'interpréter 1 million de fois. Mais le fait est que, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, demain, et je termine avec ça, nous allons gagner
Paul Biya va donner un consigne à Clément Tangala parce que c'est sa mission. Dis, prononce seulement mon nom. Juste mon nom. Prononce seulement mon nom. C'est ça qui va se passer. Et parce qu'il sait que le peuple va faire comme le peuple est en train de faire avec Djoubaïrou. L'un des interlocuteurs nous a parlé de Djoubaïrou. Si la mère de Djoubaïrou, c'est-à-dire ce jeune qui au nord a dénoncé l'une justement des tactiques de fraude, si sa mère nous entend parler, elle va couler une larme. Parce que le peuple, ce fameux peuple dont tu parles, qui est prêt, on est prêt à abandonner Djoubaïrou. Est-ce que c'est normal que ce monsieur ait disparu jusqu'à aujourd'hui et on est là, on va qu'à nos occupations, on pense à tout, on se dit comment on a déjà gagné, alors que voilà quelqu'un qui a contribué plus que moi, Aimé Boni. Il a contribué parce qu'il a dénoncé quelque chose de probable, on l'a abandonné. Et c'est ce peuple-là qui, au soir d'octobre 2025, va rester dans les maisons. Les gens vont rester dans les maisons. Si aujourd'hui, nous ne prenons pas cette opportunité pour dire que le peuple est prêt. Non, le peuple n'est pas prêt. Le peuple camerounais, c'est un défaitiste, c'est un peureux, c'est un je veux voir mes enfants grandir, c'est un méchant, c'est un tout ça. Et nous devons, nous, sensibiliser ce peuple. Démontrer au peuple que si toi, tu restes à la maison, si tu ne fais rien, si tu ne dénonces pas l'affaire Djoubaïrou, si tu ne vas pas, tu ne sors pas pour la liste électorale, comme tous les partis sont en train de le faire, c'est-à-dire tourner le dos. Tourner le dos. Il n'y a que le MRC et le FCC. Depuis qu'on parle là, tu essaies de nous expliquer les choses. On ne voit pas une coalition de l'opposition. On voit juste un seul parti qui est vent debout contre tout ce qui se passe. Et pour moi, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Et donc, j'assume que je suis un marxiste, mais un marxiste pragmatique. Voilà. Professeur. Vous voulez intervenir, Maître Goffin? Oui. Allez-y. Professeur, nous disons la même chose. J'ai dit, comme on dit à l'église, il faut veiller. Il faut veiller. Vous êtes en train de voir d'autres. Moi, j'ai dit, moi, j'ai déjà choisi. Le peuple aura en face de lui deux hommes. Monsieur Biya et Monsieur Kamto, et le peuple va choisir. Derrière chacun des deux hommes, chacun d'eux aura ses amis, ses partisans et sympathisants. Ceux-là, ils se reconnaissent, ils sont honnêtes ou sérieux. Je n'ai pas à fouiller. J'ai déjà vu ceux qui seront en face du peuple. Le peuple va choisir un parmi les deux. Et moi, je dis, en concluant avec vous, ce que nous faisons actuellement là, ça participe de cette haute sensibilisation. Je suis convaincu que ceux qui nous suivent, qui hésitaient encore, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, à la suite, ou bien en nous écoutant échanger, nous dissipons les inquiétudes et progressivement nous les mettons dans les rangs. Vous voyez que nous avons déjà franchi. L'une des fraudes, c'était quoi? Quand on ne sera pas candidat, Maintenant qu'on a dépassé ce débat, quelques sceptiques, que même si nous l'initions, on leur donne à boire toute la journée, ils vont toujours douter. Ils seront toujours avec l'idée de quand on ne sera pas candidat. Mais ceux qui sont déjà convaincus qu'il sera candidat, ils sont déjà passés à autre chose. Donc nous devons sensibiliser, multiplier ces émissions jusqu'à ce que le jour J arrive et que nous tous nous allons voter. Je vais vous dire, le président du Conseil constitutionnel, il ne déclare irrecevable qu'avec les pièces qu'on vient lui donner, les pièces fabriquées. Nous avons déjà compris ça. Il ne recevra plus ce type de 32 PV là. Nous allons boucher, et nous sommes en train de boucher les trous pour qu'ils ne reçoivent plus ce type de 32 PV. Il recevra les PV que tout le monde possède. C'est pourquoi nous sommes debout. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà, je vais vous proposer sur le plateau de passer à la dernière thématique. Hein. Et je vais... S'il te plaît, Anne-Valérie. Oui, mais Tassa, prenez la parole. Oui.
Je voulais dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le professeur Boni, mais je voudrais lui rappeler que au regard du passé, que lui-même a bien cité, et l'évolution, il devrait comprendre que, comme nous avons l'habitude de dire, la nuit précède le jour. Ce n'est pas d'un seul coup que l'arbre tombe, c'est ayant reçu plusieurs coups. Et nous savons que les lignes ont bougé et il n'y a plus de raison de désespérer. Sinon, on ne serait pas en train de faire, comme il a dû me rappeler, plusieurs requêtes et même quand ça n'a pas abouti, on continue. C'est parce qu'on est convaincu que c'est avec fracas que le résultat va finir par être positif. 2025, ce n'est pas 2018, ce n'est pas 1992. Lui me reconnaît que beaucoup de choses ont quand même bougé depuis lors. Avec le RDPC même qui contribue en continuant avec la malgouvernance. Même les quelques personnes qui travaillaient pour le RDPC aujourd'hui sont convaincus de pouvoir être obligés de travailler pour le changement. Donc, en poursuivant dans la logique actuelle, nous sommes presque convaincus que à la fin, même ce sera avec de la bouche même de ces conseils constitutionnels qu'on va proclamer le résultat en faveur du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà. Merci, Maître Tassa, pour cet ajout. Je vais donc vous proposer de passer à la troisième thématique de cet après-midi. Il s'agit de la polémique autour des déclarations de M. Elimbi Lobé. Cette semaine, dont l'opinion publique a été choquée par les propos de M. Elimbi Lobé, qui a qualifié une figure emblématique de la lutte pour la libération du Cameroun de grand bandit lors d'une émission télévisée. Alors, professeur Boni, je me tourne vers vous. Comment peut-on expliquer une telle prise de position? Pourquoi n'est-il pas inquiété par la justice camerounaise? Professeur Boni? Je crois que on a perdu le professeur Boni. Ah, je crois qu'il est... Bon, je vais... En attendant que le professeur... Bon, en attendant que le professeur revienne, Maître Ngefak, est-ce une simple... Oui, Anne-Valérie. Oui. Pour moi, c'est un non-événement. Mais laissez-moi poser ma question. Oui. Puisque j'ai suivi la question, vous l'avez posée. C'est la question du professeur Boni. Maintenant, il s'agit de la vôtre. J'essaie de trouver un endroit. Oh là là. Ok, ça va, professeur. Trouvez un endroit, on va revenir vers vous après. Oui, allez-y, trouvez un endroit et puis on va revenir vers vous. Non, prenez quelqu'un d'autre. Je trouve un endroit. Edouard. D'accord, ça va, c'est ça. Alors, Maître Augustin Ngefak, je reviens vers vous. Il écoute la vraie question, Anne-Valérie. Est-ce une simple provocation ou une stratégie visant à détourner l'attention du débat politique réel? Monsieur Elimbi Lobé, que je connais. Si vous êtes en bas, ce sera dans la salle à droite. Nous sommes en train de le rendre célèbre. Nous sommes en train de le rendre célèbre alors qu'il était dans sa logique de dénigrer une communauté ou bien ses ressortissants. Pour moi, c'est comme ça que je perçois. Maintenant, comme il veut à tout prix se passer pour le spécialiste de la communication du parti État, alors, ça sort de partout de leur côté pour l'aider à trouver du contenu à sa déclaration.
Je vais vous dire, je suis retourné dans ma bibliothèque aujourd'hui parce que ça m'a fait revoir un livre que j'ai lu il y a longtemps. Le titre, c'est Napoléon, une imposture. C'est un livre de près de 400 pages. Hein? Parce que quand vous lisez, vous comprenez la différence qui existe entre la révolte et la révolution. Il ne peut pas avoir facilement de révolution pacifique. Surtout en ce qui concerne le type de révolution qu'on appelle la révolution coloniale. On ne peut pas changer un ordre colonial sans passer par la violence. C'est impossible. On ne peut pas changer une révolution type coloniale sans passer par la violence. Et la violence, ce n'est pas contre les herbes. La violence, c'est contre un système, c'est contre les hommes qui incarnent ce système. Tout le monde sait ce qui se passe actuellement en Martinique. En souvenir, je vais demander à celui qui ne comprend pas d'écouter le défunt Saint-Éloi, Patrick Saint-Éloi, son titre intitulé « Réhabilitation ». Quand vous allez interroger l'histoire de réhabilitation, vous comprendrez que un héros, c'est celui-là qui a commis des actes qu'on peut qualifier d'abominables pour sauver une idéologie, pour sauver un peuple. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, merci pour cette intervention, Maître Ngefak. Alors, Maître Kassa, que pensez-vous de la sortie de M. Elimbi Lobé? Oui, je crois que il a eu pour son grade. Il a fait cette sortie et même ceux qui le veulent soutenir n'ont pas pu le soutenir cette fois-ci. La seule chose que j'aurais souhaité et que j'attends encore, c'est que la justice puisse au moins l'inquiéter, parce que ses propos ne devraient pas passer sans laisser au moins des traces, parce que traiter Ernest Ouandjé de bandit, alors que c'est un héros, alors que même la nation lui a déjà reconnu sa qualité, ne devrait pas laisser indifférent notre justice. Bon, lorsque je me souviens qu'il y a quelques jours, peut-être un jour, 2 jours avant lui, le préfet de la vallée du Thème nous avait déjà pompé une lettre pour nous dire que tout ce qu'on a entendu n'était rien, ou alors on a juste, c'est plutôt les réseaux sociaux qui ont démontré des choses qui n'existaient pas. Je veux croire que la justice c'était parce que certainement, on nous dira même que Elimbi Lobé n'a pratiquement rien dit, parce que c'est curieux et surprenant que il ait fait cette sortie et que ça laisse indifférent notre justice. C'est vrai, nous sommes heureux que les uns et les autres, que ce soit les enfants de Omniobé, les compagnons de lutte de ces héros, sont sortis pour lui dire qu'il avait franchi le Rubicon, parce qu'il est un habitué des faits. Ngefak l'a cité dans ce qu'il a l'habitude de faire. Je veux pas dire exactement comme mon ami Augustin que c'est un non-événement, parce que pour moi, vraiment la justice devrait pouvoir sévir pour ce cas-ci, au moins pour que ça puisse donner la leçon et qu'on ne puisse plus jamais écouter. Vous avez entamé l'émission tout à l'heure en rappelant aux uns aux autres d'être courtois, de mesurer les propos et tout cela. Et je crois que si vous invitez pareille personne ici, que même si vous avez pris ces dispositions, ils vont finir par déraper. Et comme il est habitué de faire, je me disais, et j'insiste pour dire, la justice devrait faire quelque chose.
D'accord. Et pensez-vous, Maître Tassa, pensez-vous que cette nouvelle manifestation, cette sortie, est-ce que ce n'est pas une nouvelle manifestation du tribalisme dans le débat politique camerounais actuellement? Pour ce qui est d'Elimbi Lobé, tout le monde sait, c'est sa façon à lui de s'exprimer. Je crois qu'il a juste franchi le Rubicon. Il est un habitué des faits. Et c'est, comme on dit souvent ici au pays, c'est un haineux. Ça, il ne faut même pas passer par 4 chemins pour l'affirmer. D'accord, c'est un haineux. Alors, Monsieur Clovis, pourquoi ces controverses émergent-elles systématiquement à cette période électorale? Pourquoi précisément? Oui, comme l'a si bien dit Maître Augustin Guefak, cette sortie de Elimbi Lobé devrait être un non-événement. Un non-événement parce que il enfonce là une porte déjà grandement ouverte par certaines élites de la classe politique camerounaise. Quand je dis ça, c'est parce que ce n'est pas la première fois que sur les chaînes de télévision, les gens viennent, n'est-ce pas, faire la promotion du tribalisme au sens négatif du terme. Parce que le tribalisme en lui-même n'est pas un terme méchant. Le tribalisme, c'est simplement une sorte de reconnaissance de soi, s'agissant d'un groupe. C'est ce sentiment d'appartenance à une identité culturelle ou sociale. Ça ne devrait logiquement pas faire problème. Mais ça commence à faire problème au Cameroun lorsque ceux qui veulent par tous les moyens garder le pouvoir l'utilisent dans le sens négatif. Et on se sert des hommes comme Elimbi Lobé, qui de plus en plus s'illustre par des propos très, très dangereux vis-à-vis d'une communauté. Une communauté qu'il taxe à longueur de journée comme étant des tribalistes et soutenu en cela par d'autres, qu'on peut appeler des intellectuels, mais qui en réalité sont des personnes qui se comportent comme des attardés sociaux, hein, parce que on ne peut pas, en 2025, alors qu'il y a un décret présidentiel qui a fait de ces personnalités de 1960-1970 des héros, on ne peut pas, en 2025, venir nous dire que Ernest Ouandie est un bandit. Dit que Ernest Ouandie est un bandit, Elimbi Lobé veut aussi dire que ses prédécesseurs, parce qu'il faut rappeler que Ernest Ouandie n'est que le successeur d'autres héros qui ont été à la tête de l'UPC. Donc Ernest Ouandie a trouvé, ou alors a travaillé ensemble avec d'autres personnalités, d'autres illustres personnalités qui ont combattu pour l'indépendance du Cameroun. Et il n'a que succédé à ces personnalités-là. Et il n'a fait que poursuivre les œuvres qui ont été entreprises par ces héros, notamment Oumniobé, notamment Roland Moumié. Mais dire aujourd'hui que Ernest Ouandie est un bandit, c'est parce qu'il a cette haine de la communauté bamileke qu'il veut exprimer ce qu'il ressent, même pour les autres héros, et qui malheureusement ne peut pas les citer et ne peut pas les comparer à ce qu'il a trouvé comme terme ou comme appellation à attribuer à Ernest Ouandie. Mais il fait là, si on peut faire le parallèle, il est en train de dire que tous ceux qui ont combattu pour l'indépendance au Cameroun et qui ont été tués, qui ont donné de leur vie pour cette indépendance-là, étaient tous des bandits. Mais comme sa haine pour le Bamileke est telle qu'il ne peut plus se cacher, il a quand même trouvé le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est Ernest Ouandie. Si vous voyez le tollé que ça a créé, que les gens se soient levés de tous les 4 coins du Cameroun pour dénoncer cette sortie, c'est simplement parce qu'il a touché à ce qui paraît être sacré au Cameroun. Nous savons qui est Ernest Ouandie, nous savons qui est Oumniobé, nous savons qui est Roland Moumié et les autres. Mais Elimbi Lobé, seul sulfureux personnage
qui pense qu'il doit rentrer dans l'histoire du Cameroun grâce à la diabolisation des Bamileke, est en train de faire fausse route. Parce que la mayonnaise ne prend pas. La mayonnaise ne prend pas parce que depuis 2018, Elie Mélobé, lorsque vous le voyez parcourir les plateaux de télévision, je vais les citer notamment Info TV, Vision 4, B-News, et dans une moindre mesure STV, il parcourt ces chaînes de télévision, on lui laisse le temps de s'exprimer allègrement, de dénigrer une communauté, de dire tout le mal qu'il pense de cette communauté-là, sans que jamais il soit interrompu ou même interpellé. Par ceux qui sont censés appliquer la loi, parce que je crois qu'il y a un code au Cameroun, il y a une... Apparemment, je suis... Ouais. Il y a une loi au Cameroun contre la promotion du tribalisme. Et Elie Mélobé ne sait faire que cela. Il ne sait faire que ça. Et on se rend compte que la parole tribaliste a pris du terrain au Cameroun. Seulement, le tribalisme, dans le sens négatif que le parti État RDPC veut imposer aux Camerounais, ne passe pas. Ça ne passe pas parce que les Camerounais, dans leur immense majorité, reconnaissent tous qu'ils appartiennent à une seule nation. Reconnaissent tous qu'ils sont un peuple, et un peuple uni, un peuple solidaire. Vous allez vous rendre compte que si on devait s'en tenir à ces élucubrations qui sont racontées tout le temps sur les plateaux de télévision, à ce jour, les peuples seraient en train de se déchirer. Cette confrontation que certains esprits malins veulent créer entre une communauté dite Bamileke et la communauté dite Betty, ça ne prend pas. C'est un stratagème élaboré, entretenu par les élites au pouvoir, qui sont de deux bords, hein, parce que vous voyez bien du côté des Bamileke aussi, il y a quand même un autre personnage de triste mémoire qui se donne le plaisir, n'est-ce pas, de parler du peuple Bamileke comme s'il n'appartenait pas à cette communauté-là. Il recherche quoi? Il recherche l'ascension, il recherche la reconnaissance de ceux qui tiennent le pouvoir. Il en a même déjà bénéficié puisqu'il occupe un poste ministériel, futur ministre délégué. Donc, pour parler comme Maître Ngefak, ça devrait être un non-événement. Parce que la mayonnaise n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Ce que Elie Mélobé cherche, ce n'est pas simplement qu'on parle de lui. Ce qu'il cherche, c'est de faire en sorte que les communautés se déchirent, s'affrontent. Et il y en a qui essayent, n'est-ce pas, d'agiter un peu, de jeter un peu de l'huile sur le feu en faisant ce qui s'est passé à Meyo. Et vous voyez que même jusqu'à Meyo, ça n'a pas pris vraiment. Ça n'a pas pris. Donc, les Camerounais sont matures, ils comprennent bien ce qui se passe. Et ce n'est pas un haineux, un complexé du type Elie Mélobé qui va changer la donne. On ne va jamais se retrouver dans une guerre tribale au Cameroun. Parce que les Camerounais s'acceptent entre eux. Et même lorsque les gens veulent nous faire croire que les Bamileke sont des tribalistes, j'ai envie de rire. Parce que s'il y a un peuple au Cameroun qui sait ce qu'on appelle l'intégration sociale, c'est bien ce peuple-là. Parce que partout vous trouverez les gens de cette communauté qui y vont et qui sont acceptés par les autres. Parce que nous ne faisons pas la différence au Cameroun entre un Camerounais de l'Ouest, un Camerounais de l'Est, un Camerounais du Sud. Ce sont les hommes politiques, je vais même dire, c'est l'État RDPC qui veut se servir de ce tribalisme d'une autre version pour nuire à la quiétude des Camerounais, pour nuire au bien-être social des Camerounais. Et nous disons que le peuple camerounais n'est pas dupe. Nous savons voir où on veut nous amener et nous prenons des dispositions pour ne pas y aller. La preuve, c'est que le tollé que cela a soulevé a amené des gens à comprendre que nous ne devons pas suivre des gens comme Elie Mélobé. Et il y a un adage chez nous qui dit que si vous êtes au bord de la rivière en train de prendre un bain et un fou vient ramasser vos vêtements, si vous sortez de l'eau et vous vous mettez à l'eau suivre, c'est que vous êtes fou, 2 fois plus que lui.
Donc, nous n'allons pas suivre Elimbi Lobé dans sa folie. Il cherche là, et je pense qu'il aura, il va gagner le trophée de la poubelle des histoires lugubres, puantes du Cameroun. Pendant que des hommes comme Maître Ngepak, des hommes comme le professeur Boni, des hommes comme Maître Tessa seront hissés au panthéon, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons considérer comme les éclaireurs des consciences au Cameroun. Donc, laissons Elimbi Lobé mourir de sa propre mort. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Merci à vous, Monsieur Tassa. Professeur Boni, vous êtes revenu. Comme ça, je me permets de vous adresser la question qui vous est destinée en ce qui concerne la polémique de la semaine. Alors, professeur Boni, comment peut-on expliquer une telle prise de position? Pourquoi n'est-il pas inquiété par la justice? Parlant de la sortie de M. Elimbi Lobé. Alors, déjà, vous savez, je vous aime tellement que c'est chez vous que je fais souvent des scoops. Et je vous ferai un scoop concernant M. Elimbi Lobé. Le hasard a voulu que, à la faveur de ma réflexion sur la dynamique que l'opposition devrait avoir pour le changement de régime au Cameroun, j'ai contacté M. Elimbi Lobé par le biais d'une collègue qui m'a donné son numéro de téléphone. Je lui ai adressé un petit message pour lui dire que j'aimerais qu'on se parle. Je me suis présenté. Il m'a répondu 24 heures après en me rappelant qu'il est hors de réseau, peut-être en déplacement, et que il me revient lundi, parce qu'on était, je pense, que samedi. Et lundi, quand M. Elimbi Lobé est revenu vers moi, ce n'était pas du style, bon, prof, je suis là, alors il s'agit de quoi, ainsi de suite là. En fait, il m'a envoyé 3 voices. 3 voices des audios d'une dame qui commentait justement l'émission de Info TV où M. Valère Bessala faisait donc sa fameuse sortie sur l'ostracisation des Bamileke, le fait qu'il y avait donc des laissés-passer pour sortir de l'Ouest. Et cette dame s'est présentée en tant qu'une Bamileke, mais qui disait, bah, écoutez, il faut que vous nous donniez aussi la parole. Moi, je suis Bamileke, mais en fait, je suis pas trop d'accord avec les Bamileke quand ils prennent... on leur donne un peu, ils veulent beaucoup. Moi-même, honnêtement, je ne pense pas qu'il faille qu'un Bamileke et tout. Donc ça, c'est une dame qui se présentait en tant que Bamileke, qui faisait donc des audios que Elimbi Lobé m'a transféré. C'est-à-dire que M. Elimbi Lobé, je n'avais pas encore discuté avec lui. Il ne sait même pas de quoi je voulais discuter avec lui. En toute réponse à mon invite à ce qu'on discute, il m'envoie une audio d'une dame qui se présente comme étant une Bamileke et qui est contre les Bamileke. C'est vous dire, et j'ai envie de vous dire que ma fameuse démarche de la Troisième République et puis les acteurs que j'ai pris, je vous avoue qu'à un moment donné, j'ai pensé à lui pour faire le pari que si ce monsieur, dans notre discussion, j'arrive à le convaincre de ce que ça ne sert à rien de se détester. Et que d'ailleurs, si vous êtes capable d'être tous les dimanches sur un même plateau que Mathias Onangini, ben, je ne vois pas en quoi vous ne pouvez pas cheminer avec M. Maurice Kamto. C'était un peu ça mon propos. Mais je pense qu'il a compris et pour couper court à toute initiative de ma part, il m'a donc envoyé ses audios. C'est un tribaliste violent, qui n'a pas sa place dans le concert de la société que nous voulons construire. Et donc, Elimbi Lobé ne peut pas avoir un avis objectif sur des personnes qui appartiennent à une aire sociologique qui déteste foncièrement. Ernest Wandje, moi je le comparerais par exemple à Nelson Mandela. Je ne vous ai pas suivi tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un a fait un parallèle avec ça. Mais Ernest Wandje, quand on regarde son parcours, il est exactement dans la lignée de l'ANC de Nelson Mandela. Nelson Mandela, n'oublions pas que
il a été pacifique, il est devenu plutôt guerrier, on va dire ça. Il a fait la prison, il est sorti de la prison et il est devenu encore pacifique. Au gré de l'évolution des enjeux, des forces en présence, du rapport de force, un être humain peut changer de braquet. Et donc, si même Ernest Ouandjé aurait commis quelques exactions, c'est difficile de le certifier. Il n'est plus là pour s'expliquer. Mais l'histoire dit quand même que c'est quelqu'un qui a été traqué, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, s'est retrouvé dans une situation de clandestinité, donc exactement comme l'ANC a été clandestine. Donc, juger ce monsieur de bandit, c'est simplement faire une insulte à l'histoire des luttes des peuples pour la liberté. Et on en a connu à travers le monde. Et ce n'est pas Elimbi Lobé qui est quand même un monsieur intelligent. C'est un monsieur intelligent. On ne peut pas dire que ce monsieur, il n'est pas intelligent. Mais il a juste là fait parler son côté animalier, son côté tribaliste, son côté haineux. Et donc, ces propos, évidemment, dans un pays sérieux, devraient être punis. Ce d'autant plus qu'il y a quand même le fameux décret, je crois c'est de décembre 1991, qui finalement fait amende honorable à tous ces gens-là. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le sera pas? Il ne le sera pas parce qu'il joue le jeu du pouvoir. On le sait très bien. Que Elimbi Lobé, il nous refait aujourd'hui ce que Momo nous a fait en 2018, ce que certains transfuges qui ont réussi leur mercato pour passer de l'opposition à la mangeoire ont eu à faire. Donc, ce n'est que la répétition que Elimbi Lobé fait. Maintenant, honnêtement, et comme a dit Maître Ngefak, avant que je ne vous perde, j'ai suivi ça. En fait, c'est un non-événement. On est en train de donner une certaine dimension à un monsieur qui ne le mérite pas. Et j'ai envie de dire que, passons à autre chose, allons vers la Troisième République. Et là, nous allons réellement donner à nos héros la dimension qu'ils méritent. Nous devons rebâtir toutes les places du Cameroun. C'est-à-dire qu'il doit avoir des endroits qui s'appelleraient Ernest Ouandjé, Oumyobé, Charles Atangana, Rudolf Mangabel et autres. Voilà. Voilà, monsieur, c'est une question que elle est adressée à vous toutes. Hein. Professeur Boni, vous parlez de rebâtir, mais on ne peut pas rebâtir sans cette tribu-là, cette communauté aujourd'hui au Cameroun qui se sont, comment je vais dire ça, qui se reconnaissent comme ayant été victimes, entre guillemets, des faits dont est accusé monsieur Ernest Ouandjé ici présentement. Mais je sais, Maître Ngefak l'a dit, il n'y a pas de révolution pacifique. Donc, d'une manière, professeur Boni là aussi, avec l'évolution du mouvement, de l'être pacifique sûrement qu'il a été, il a dû devenir guerrier. Vous avez pris un exemple très proche de l'ANC quand on connaît le parcours de Nelson Mandela. Mais maintenant, si nous devons rebâtir, entre guillemets, sur des anciennes ruines, si j'ai envie de dire, pour cette Troisième République dont vous parlez, je pense que c'est la communauté Mbo qui se pense, qui dit être victime des actes du héros Ernest Ouandjé. Est-ce qu'on va donc rebâtir le Cameroun sans Lembo? Est-ce qu'on va donc reconnaître Ernest Ouandjé et Oumyobé et les autres, les maquis? On sait ce qui se passait dans les maquis, mais en avançant, est-ce qu'on va laisser les autres dans leur douleur? On ne va pas reconnaître leur douleur. Comment est-ce qu'on va avancer, monsieur? Alors, moi j'avais fait une sortie officielle. Le paquet des élections d'octobre. Hein? Parce qu'il faut bien que cette communauté aille aussi aux élections. Qu'est-ce que la société civile dit? Qu'est-ce que l'opposition dit? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Alors, moi je dis ceci là et rapidement, et je vais vraiment vous laisser, vous me pardonnerez ça. En fait, il n'est pas question de faire fi de ce que une communauté reprocherait à un leader national qui est considéré par l'essentiel des Camerounais comme un héros. Non, on ne peut pas, il n'y a pas une petite douleur, il n'y a pas une petite mort. Ça, c'est important qu'à un moment donné, que nous fassions l'inventaire de notre histoire.
de manière posée, rigoureuse, avec nos historiens, avec les témoins vivants, parce que heureusement, on est quand même dans un passé qui n'est pas si lointain que ça. Il y a quand même encore des gens vivants. Nous devons le faire. Nous ne devons pas nous contenter de la commission de Macron, et puis donc, voilà, qui est venu nous prendre un rapport. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon. Il y a certainement des choses bonnes là-dedans et d'autres, mais il faudrait que nous-mêmes nous approprions notre histoire. Mais, dans la vie, il y a toujours une donnée dont il faut tenir compte. C'est ce qu'on appelle le timing. Le timing est important. On ne peut pas aujourd'hui dire que on va aller vers cette palabre nationale sur cette question-là, alors qu'on a une échéance qui est quand même importante. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que si nous voulons même faire le vrai inventaire de cette plaie de notre histoire, mais ce n'est pas avec le régime en place. N'oublions pas que Paul Biya n'est que la continuité d'Amadou Ahidjo. Oh, Amadou Ahidjo est un acteur important, justement, de cette douleur des gens du Mungo, d'Embo. Parce que quoi qu'on dise, entre ce qui était même des bras, comment je vais exprimer ça là, des gens qui étaient envoyés ou entretenus par Ahidjo et puis les Français pour faire croire que c'est Ernest Wandje et son camp. Il y a tellement de choses comme le Nozo aujourd'hui. Vous savez que dans le Nozo, on dit quand même que dans le Nozo, il y a des pontes du régime qui entretiennent le Nozo. Je suis sûr que à cette époque, c'est parce que la guerre est une économie, l'économie de la guerre. Et là-dedans, vous avez beaucoup de partis qui s'entremêlent et puis il y a une propagande qui fait que je fais semblant. Enfin, je fais un truc, mais je vais faire en sorte que la population va croire que c'est le cas adverse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est donc pas je vais dire, le successeur d'Amadou Ahidjo qui peut régler la question. C'est justement la Troisième République qui devrait se pencher sur cette question-là avec des acteurs neutres et qui vont pouvoir asseoir tout le monde. Et là où on aura identifié que Ernest Wandje n'a pas bien fait, on va le reconnaître en tenant compte du contexte et de plein de choses, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent rentrer en ligne de compte avant de juger quelqu'un. Mais je ne peux pas me permettre de dire que Lembo, il ne s'est rien passé, passer à autre chose. Non, je peux. Le moment n'est seulement pas choisi, à mon avis. Voilà. Professeur, je propose, vous allez nous quitter. Est-ce que votre mot de conclusion, comme ça on pourra continuer avec les autres, puisque vous partez? Je vous remercie de m'autoriser cette sortie un peu anticipée. En disant ceci, moi, je veux bien croire. Je suis un optimiste pragmatique qui sait que ça n'a jamais été facile. Et je ne peux pas insulter nos prédécesseurs qui se sont battus depuis les années 90 à vouloir passer à autre chose et envoyer Paul Biya à la retraite. Ils n'ont pas réussi. Et pas faute d'avoir essayé. Voilà. Donc, je ne peux pas aujourd'hui, moi, venir dire que non, c'est bon, on est prêt, le peuple est prêt, parce que c'est le même peuple. Encore que le peuple de 90, il était plus prêt, plus offensif, plus volontaire que celui de maintenant. Si on est objectif, on va le remarquer. Donc, on n'a vraiment pas le peuple jusque-là avec nous, en notre faveur. On a une machine administrative mise en place par Paul Biya, qui s'est consolidée au fur et à mesure que le temps passait. On a une opposition qui est plus divisée aujourd'hui qu'en 90-92. Une opposition qui est antipatriotique. Voilà. Et donc, c'est quand même beaucoup d'éléments en défaveur de l'optimisme que je considère exagéré de Maître Ngefak et les autres. Donc, restons vigilants. Travaillons davantage. Et je dis, mobilisons cette frange du peuple qui, elle est vraiment déterminée. Il y en a, que ce soit au Cameroun, la diaspora. Et la diaspora, je peux vous avouer que, avec ce qui s'est passé en Belgique et l'enfarinage de celui qu'on pensait être le ministre, la détermination de ces combattants de la diaspora,
nous devons paralyser la gouvernance de Paul Biya si en octobre 2025, elle ne reconnaît pas sa défaite. Nous devons la paralyser à tous les niveaux. Et je veux vous dire encore en primeur que, et je termine vraiment avec ça, dans le domaine des évacuations sanitaires, car tous ces dirigeants-là, ils ne peuvent ne pas se soigner en Europe. Je vais personnellement mener des actions qui auront un retentissement international sur la détermination à interdire les Occidentaux à accepter les dirigeants africains, notamment camerounais, à se soigner en France. L'armée française m'a titillé, et ça tombe bien. L'armée française m'a titillé en allant vers l'ordre des médecins pour m'accuser de choses inacceptables. Donc, une plainte fallacieuse de l'armée française a été portée contre moi à l'ordre des médecins français. Et c'est une occasion idoine pour faire bouger les choses, pour interpeller M. Emmanuel Macron. Je ne vous dis pas plus, mais ça a un rapport avec Paul Biya. Ce dont je vous parle là, et je vous aime tellement que je vous donne beaucoup de scoops. L'armée française, l'hôpital militaire français m'a accusé de faits inventés auprès de l'ordre des médecins de France à propos de Paul Biya. Donc, Paul Biya et moi, c'est déjà une affaire personnelle. Et je vais interpeller M. Emmanuel Macron, toute la France, l'Union européenne et l'ONU. Nous devons combattre. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que octobre 2025, je vais paralyser la France si Paul Biya s'amuse à vouloir se maintenir. Et croyez-moi, c'est ce que je vais faire. À très bientôt et restons focus sur le fait que nous devons absolument passer à la Troisième République. Je vous remercie. Voilà, merci le professeur Boni qui nous quitte comme ça, qui quitte l'émission. Je ne sais pas si parmi les panélistes, quelqu'un voulait intervenir sur la dernière question. Rappelle la dernière question. En fait, il s'agissait de la communauté Mbo qui se plaint d'avoir subi des exactions de la part du héros Moumié. Alors, la question était de savoir, est-ce qu'on peut avancer sans tenir compte de la douleur de cette communauté, sans tenir compte de cette revendication qu'elle met devant? Si je peux dire un mot là-dessus, je vais dire, il faut mettre tout dans le contexte. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, après avoir déjà tourné la page et décréter que c'est des héros, vouloir tourner le couteau dans la plaie. En Afrique du Sud, lorsque l'ANC a fait le combat, commencé, et il y avait un côté politique, un côté militaire, lorsque ils arrivent, on parle de vérité et réconciliation. Après ça, je ne reviens pas pour chercher qu'est-ce qui s'est passé ou quoi que ce soit. Au Cameroun, ce n'est pas aujourd'hui qu'on est en train de... on devrait s'attarder dès lors qu'on a déjà décrété ces personnes comme des héros en considérant que le contexte de l'époque a mis aux prises certainement ce qui était une armée, une rébellion, je veux dire, et un gouvernement, parce que je ne pense pas que le travail, en tout cas ce qui s'est passé, visait
était du tribalisme, c'est-à-dire que était un combat contre une tribu. Cette armée s'est retrouvée dans une région particulière à un moment particulier. Donc, je ne pense pas que on devrait s'attarder davantage pour pouvoir absolument chercher à voir s'il y a des points à revenir dessus. D'accord. Voilà, cher monsieur, nous arrivons, chers panélistes, nous arrivons comme ça à la fin de cette émission. Et donc, je vais donc vous demander à tout un chacun de conclure, d'avoir un mot de conclusion. Je vais commencer par Maître Ngefak. Votre mot de conclusion? Anne-Valérie, je vais conclure en posant un seul problème. La communauté Mbo, laquelle communauté? Elle s'est plainte quand et où? Quelle est la suite de la plainte? Bon, si c'est un individu tel que j'ai suivi aujourd'hui qui lisait les actes de Marine Bida de 1972, je crois que c'est un égaré, puisqu'on va lui demander, la communauté Mbo a été envahie par les Gorzonians et autres, a été traumatisée par tout cela. Qu'est-ce que lui, il en dit par rapport à Ernest Wandje qui fait problème? Voilà. Pour le reste, j'ai aimé l'émission. J'invite seulement les Camerounais, chacun, à faire ce qu'il doit faire, chercher sa carte d'électeur, être en bonne santé le jour des élections, aller voter, surveiller jusqu'à la publication de son résultat et lui-même mettre son propre résultat dans les réseaux sociaux. Le reste, il attend, c'est tout. Un bonsoir particulier à tous les copanélistes. Merci à vous et à bientôt. À très bientôt, maître. Alors, monsieur Clovis, votre mot de conclusion? Oui, merci Anne-Valérie. Mon mot de conclusion, je vais aller un peu dans le même sens que Maître Ngefak, s'agissant de cette prétendue plainte de la communauté Mbo. Moi, je suis né à Loum, j'y ai passé une quinzaine d'années de ma vie. Jamais je n'ai entendu qu'il y a eu une bagarre, une guerre entre les communautés de ce côté-là. Il faut rappeler que tout le Mungo est fait des personnes issues de différentes ethnies. C'est vrai qu'il y a des autochtones là-bas, mais de mémoire de natifs du Mungo, il ne me souvient pas qu'il y ait eu une quelconque bagarre. Même l'histoire ne nous la raconte pas, parce que nos parents y ont vécu et nous aussi nous sommes arrivés, mais jamais je n'ai entendu dire que les Bamileke ou les autres là se sont battus avec les peuples autochtones du Mungo. Voilà, donc ce sont des histoires à la veille d'une échéance électorale capitale, comme l'élection présidentielle. Des choses de ce genre sortiront de toutes parts pour essayer de distraire le peuple camerounais. Nous devons rester concentrés, nous devons rester focus sur un seul objectif, c'est les inscriptions sur les listes électorales, parce que c'est l'arme fatale pour battre le RDPC, c'est l'arme fatale qui permettra à ce régime de débarrasser le plancher et de laisser la place à un nouveau chef de l'État, à un nouveau président qui a des idées novatrices, qui a encore de l'énergie nécessaire pour que le Cameroun se développe. Parce que 43 ans après, si on avait dit à un Camerounais âgé de 60 ans, âgé de 65 ans ou de 70 ans que le Cameroun serait ce qu'il est aujourd'hui, il n'aurait jamais accepté. Donc, nous, malheureusement, avons vécu dans ce contexte de pauvreté et qui est aujourd'hui en train d'être amplifié par le tribalisme d'État. Nous disons simplement que le peuple camerounais doit rester concentré sur l'élection de 2025. Mobilisation tous azimuts pour les inscriptions sur les listes électorales. Et au niveau du Gabon, je peux vous dire que malgré les nouvelles conditions,
savamment fixé par le directeur général de l'ECAM pour éloigner davantage les Camerounais des points d'enrôlement. Les Camerounais sont en train de s'inscrire. Ils sont en train de se mobiliser et nous pensons que 2025 ne sera pas 2018. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci Anne-Marie de m'avoir invité une fois de plus sur ce plateau. Et merci surtout à mes copanélistes que j'ai souvent regardés à travers les autres chaînes de télévision, Maître Ngefak, Maître Tassa et le professeur Boni. Bonsoir et bonne fin de week-end. Voilà, merci à vous, hein, Monsieur Jean-Clovis Barra. Alors, le dernier panéliste qui me reste, c'est vous, Maître Tassa. Votre mot de conclusion. Merci infiniment, Anne-Valérie. C'était un plaisir de pouvoir, une fois de plus, échanger avec vous. Ce que je peux dire, c'est que après ces échanges, je suis davantage convaincu que la Troisième République va commencer cette année. Et pendant qu'on échangeait, je voyais apparaître sur l'écran le livre de Bignam qui parle de la Troisième République. Et c'était avec beaucoup de joie parce que, oui, qui va apparaître bientôt la Troisième République du Cameroun. Et celui que je suis en train de lire actuellement est d'un autre jeune qui parle d'un Cameroun dirigé par Moïse Kamto. Et davantage, je suis convaincu que c'est cette année 2025 ou jamais. Et c'est pour ça que je demande aux uns et aux autres de rester optimistes. De rester optimiste parce que malgré les 50 méthodes de faute, nous allons arriver parce que lorsqu'on veut des sujets, lorsqu'un arbre est costaud et qu'on n'a pas scie à moteur pour pouvoir renverser, on enlève juste l'écorce et l'arbre se sèche. Vous avez compris, pendant l'émission, on nous a dit pendant un bout de temps, il avait pensé déjà même à sa succession, il a pensé à son fils. Quand il revient et veut, depuis décembre et particulièrement février, être le candidat qui va affronter le président Moïse Kamto, c'est la preuve qu'en face, c'est déjà l'arbre est en train de se sécher. C'est pas à 93 ans qu'il va pouvoir faire ce qu'il n'a pas pu faire quand il avait 50 ans. Voilà, des défauts de conclusion empêchent Maître Tassa de terminer sa conclusion. Voilà, merci à vous, chers invités, et merci à tous nos web auditeurs et web auditrices pour votre présence, votre engagement dans ce débat crucial. L'heure de vérité, la vérité, c'est ce qui est, et le Cameroun dubitablement est en train d'aller vers sa troisième république. Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour une nouvelle émission avec une fois de plus des invités de haut vol. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci à vous, à Monsieur Clovis qui restait sur le plateau avec moi et à très bientôt pour une autre émission. Au revoir. Merci. Bye bye. Il y avait quoi avant? 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 On avait Cameroun Airlines, yeah, combi. La régie Faircam, Come and Go, Sodecaro dans l'eau.